le côté sombre de la vie cachée, de luxe et de pouvoir de Kim Jong-un. Documentaire sur la Corée du Nord, numéro 1. Le dictateur se réveille dans le luxe. Kim Jong-un commence sa matinée avec une tasse de café fraîchement infusé, parmi les plus chers au monde, importé exclusivement du Brésil. Chaque année, la Corée du Nord dépense des centaines de milliers jusqu'à près d'1 million de dollars pour obtenir cette boisson rare, tandis qu'une grande partie de la population peine encore à satisfaire ses besoins nutritionnels essentiels. Une seule livre de son café coûte plus que le revenu annuel de nombreux citoyens ordinaires. Les cargaisons transitent par des itinéraires intermédiaires conçus pour éviter la surveillance internationale. Après son café, Kim savoure un petit déjeuner somptueux composé de charcuterie de Parme haut de gamme, de bœuf wagyu japonais prisé et de son steak de Kobe préféré, dont le prix varie de 500 € à 500 $ la livre. Il consomme de la viande rare, préparée exactement comme son père l'aimait. Kenji Fujimoto, ancien chef personnel de sushi de la famille, a révélé que le père et le fils dégustaient régulièrement les meilleures pièces disponibles, tandis que la plupart des Nord-Coréens survivaient avec de simples bols de riz et de pâtes de soja. Leur table proposait également des sushis taureaux riches en graisse, du fromage suisse Emmental importé de Suisse, ainsi que d'autres mets délicats réservés à l'élite. Un rythme constant de repas luxueux, combiné à un mode de vie sédentaire, a porté le poids de Kim au-delà de 300 livres. Il privilégie des fruits de mer coûteux tels que le homard et le caviar de la mer Caspienne, des produits interdits d'importation en vertu des sanctions des Nations Unies. Pourtant, ces biens continuent d'entrer dans le pays grâce à des réseaux de contrebande sophistiqués coûtant des millions chaque année, apparemment supervisés par les services secrets pour servir la direction. Il était également connu pour consommer de la soupe aux ailerons de requin, un plat controversé, critiqué pour la destruction environnementale et la menace d'extinction qu'il fait peser sur les espèces marines. Les organisations de protection de la nature ont condamné tout dirigeant national qui continue de se livrer à de tels excès. Tous ces plaisirs extravagants se déroulent alors que les citoyens ordinaires dépendent de rations d'État limitées, révélant des inégalités marquées et renforçant le pouvoir que Kim Jong-un exerce. Numéro 2. Une flotte de supercars de 100 millions de dollars. La fascination de Kim Jong-un pour les automobiles de luxe a commencé durant ses années en Suisse, où il a découvert le raffinement et la suprématie technique de l'élite automobile européenne. Cette première exposition a façonné un goût qui s'est ensuite transformé en l'une des collections de véhicules les plus secrètes et extravagantes au monde. Les agences de renseignement occidentales estiment que la flotte vaut bien plus de 100 millions d'euros, bien que sa valeur réelle soit probablement beaucoup plus élevée, car de nombreuses voitures sont délibérément absentes des registres officiels afin d'échapper au suivi et aux sanctions. Tandis que Kim se déplace en limousine blindée, la plupart des Nord-Coréens dépendent de bicyclettes, de la marche ou de transports publics délabrés, soulignant un fossé extrême entre les privilèges du pouvoir et les difficultés quotidiennes. Au cœur de la collection se trouve la Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, estimée à environ 1 million de dollars. Ce n'est pas simplement une limousine, mais un bunker mobile renforcé d'acier durci, de vitres pare-balles et d'un plancher résistant aux explosions. Propulsée par un moteur V12 de 5,5 litres, développant 517 chevaux, elle assure une fuite rapide en cas d'urgence, et certaines versions incluraient des systèmes avancés de filtration de l'air capables de bloquer des menaces chimiques. Depuis 2011, la Pullman sert de principal véhicule d'État à Kim, notamment lors du sommet historique entre les États-Unis et la Corée du Nord à Singapour. Comme option secondaire, Kim possède une Maybach 62S, dotée d'améliorations de sécurité similaires. En février 2019, il a été vu publiquement circulant à Pyongyang dans une Mercedes Maybach S600 blindée, présentée par les médias d'État comme un symbole d'autorité et de prestige. La flotte comprend également une Rolls-Royce Phantom, notamment utilisée pour transporter le secrétaire d'État américain Mike Pompeo lors de sa visite en 2018. Les empattements allongés, les séries limitées, les modifications sur mesure et les intérieurs confectionnés en cuir haut de gamme et en boiserie rare augmentent considérablement les coûts. Des rapports indiquent que des modèles Audi R8 et A8 ont été importés au début des années 2010, coïncidant avec l'apparition de Kim sur les radars du renseignement mondial.
L'entretien de ces véhicules nécessite des pièces importées, un carburant spécialisé et des techniciens étrangers, et les révisions régulières équivalent à plusieurs années de revenus pour une famille nord-coréenne moyenne. Numéro 3. La stupéfiante machine de divertissement de 2000 personnes, version 2.0. Nous arrivons maintenant à ce que beaucoup considèrent comme la partie la plus secrète et controversée du quotidien de Kim Jong-un, son supposé escadron de plaisir. Ce groupe compterait environ 2000 femmes soigneusement sélectionnées, dont le rôle principal serait de se produire lors de banquets privés pour les hauts dirigeants et les responsables de l'élite, à travers le chant, la danse, les massages et d'autres formes de divertissement exclusifs. Certains rapports affirment que de nombreux membres auraient été recrutés à un très jeune âge et contraints de quitter leur famille sans explication claire. Bien que Kim se présente souvent publiquement comme un mari et un père dévoué, il consacrerait des sommes considérables au maintien de ce réseau confidentiel de divertissement. En 2016, des rapports ont suggéré qu'il aurait alloué près de 4 millions de dollars en produits de luxe exclusivement pour le groupe. Les membres subiraient des examens médicaux rigoureux et devraient maintenir des standards physiques presque parfaits pour rester dans le cercle. Le processus de sélection est décrit comme à la fois extrêmement sélectif et profondément troublant. Les jeunes femmes seraient évaluées selon leur apparence physique, leur capacité artistique et leur loyauté présumée envers la direction. Celles qui sont choisies recevraient une formation intensive en art de la scène, en technique de massage et en services spécialisés destinés à satisfaire Kim et son cercle rapproché. Selon certains transfuges, la formation se déroulerait sous un contrôle strict, les participantes étant constamment surveillées. Cet appareil de divertissement représenterait l'un des aspects les plus coûteux du mode de vie opulent de Kim, engloutissant des millions chaque année, tandis que de nombreux citoyens peinent à assurer leurs besoins fondamentaux. Le contraste entre les indulgences personnelles du dirigeant et le soutien social limité accordé à la population ordinaire met en lumière les priorités déformées du régime. De nombreux analystes estiment que de telles dépenses montrent comment les ressources nationales sont orientées vers des intérêts privés plutôt que vers l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population. Numéro 4. La flotte à $1 million. Si l'extravagance terrestre de Kim Jong-un a stupéfié le monde, son indulgence en mer pousse cette démonstration de pouvoir à un niveau encore plus spectaculaire. Sa collection de yachts privés figure parmi les éléments les plus luxueux de son mode de vie. Elle comprend des navires comparables à ceux possédés par les élites d'Hollywood et les milliardaires mondiaux de la technologie, renforçant une image soigneusement préservée à l'abri de sa propre population. Au cœur de cette flotte maritime se trouve le Princess 95, long de 95 pieds, estimé à environ 7 millions de dollars. Construit par Princess Yachts, une marque associée au groupe de luxe LVMH, ce navire est équipé de systèmes de navigation avancés, d'intérieurs raffinés et d'équipements dignes des complexes hôteliers 5 étoiles. Il comprend une table à thé pour le capitaine, 3 ponts spacieux, une salle à manger formelle pouvant accueillir 10 convives, un vaste salon principal et 4 grandes cabines, chacune dotée d'une salle de bain privée conçue pour garantir intimité et confort maximal. Le Princess 95 peut accueillir jusqu'à 8 invités dans une discrétion totale, tandis que les quartiers de l'équipage et les espaces techniques sont soigneusement organisés afin d'assurer un fonctionnement fluide. Certains rapports affirment que le yacht a été modernisé avec des dispositifs de sécurité supplémentaires, notamment des systèmes anti-surveillance et une salle de réunion discrète réservée aux discussions confidentielles. Pourtant, l'appétit de Kim pour le luxe maritime ne s'est pas arrêté à un seul navire. Des images satellites ont identifié un yacht de 30 mètres ancré près de sa résidence privée, accompagné de plusieurs scooters des mers et d'un autre navire de plaisance de 60 mètres. Les estimations combinées suggèrent que la valeur totale de la flotte pourrait dépasser 20 millions de dollars, les coûts augmentant à mesure que de nouveaux investissements et aménagements sont ajoutés. Les analystes estiment que ces yachts peuvent également servir d'espaces de réunion isolés, situés au-delà des réseaux traditionnels de surveillance terrestre. L'exploitation de tels navires exige des ressources considérables. Des équipages qualifiés, du carburant haut de gamme, un entretien constant et des installations d'amarrage sécurisées,
génèrent des dépenses annuelles atteignant des centaines de milliers de dollars par yacht. Ces coûts vertigineux contrastent fortement avec la réalité quotidienne de la plupart des Nord-Coréens, dont beaucoup n'ont jamais voyagé en mer, soulignant l'écart immense entre le dirigeant et son peuple. Numéro 5. La scène privée de divertissement du dirigeant. Chaque soir, Kim Jong-un s'éloigne souvent des affaires d'État pour se retirer dans sa salle de cinéma privée, un complexe de divertissement moderne conçu pour accueillir des centaines d'invités sélectionnés. L'installation est équipée de systèmes de projection avancés et d'un son surround comparable à celui des plus grandes salles internationales. Certains rapports indiquent qu'elle comprend également de plus petites salles de projection réservées exclusivement à l'usage personnel de la famille Kim. La construction et l'entretien continu de cet espace de loisirs exclusif auraient coûté des millions de dollars. Dans ce théâtre, Kim organise des projections de superproductions hollywoodiennes, de films d'animation Disney, de thrillers d'espionnage James Bond, de films d'action à grand spectacle et même de séries sud-coréennes, des contenus strictement interdits aux Nord-Coréens ordinaires. L'ironie est frappante. Les citoyens peuvent être emprisonnés pour avoir consommé des contenus étrangers, tandis que leurs dirigeants profitent des dernières productions dans un confort et une intimité absolue. Certains films seraient introduits par des canaux commerciaux discrets afin d'éviter les sanctions et le regard extérieur. Au-delà du divertissement, le lieu sert également de salle de propagande, où Kim présente à des élites de confiance des images de lancement de missiles et de réussites militaires. En août 2023, il aurait commémoré la journée de la marine en invitant des centaines d'officiers navals à assister à la projection d'un essai de missiles nucléaires, tout en leur servant des boissons haut de gamme. Les soirées se terminent parfois par des performances de karaoké. Kim commencerait par des chansons à sa propre gloire, avant qu'un groupe féminin de 18 membres n'interprète des morceaux composés spécialement en son honneur. Le maintien de l'ensemble de cette opération privée de divertissement nécessite des ressources continues, considérables, comparables aux budgets culturels régionaux, et souligne la concentration des privilèges au sommet du pouvoir. Numéro 6. Une garde-robe luxueuse et coûteuse. L'obsession de Kim Jong-un pour son image personnelle dépasse largement la simple coquetterie. Sa garde-robe se compose presque entièrement de costumes sur mesure et de vestes taillées à la demande, chacun coûtant des milliers de dollars et discrètement importés de maisons de mode européennes malgré les sanctions internationales strictes. Son apparence emblématique se caractérise généralement par des costumes sombres, assortis de cravates coordonnées, ou par des vestes de style Mao rappelant son grand-père Kim Il-sung. Bien qu'il évoque cet héritage, aucun citoyen en Corée du Nord n'oserait copier sa coiffure distinctive. La télévision d'État diffuse régulièrement des programmes expliquant comment se couper les cheveux selon les normes socialistes approuvées. Il existe exactement 28 coiffures autorisées dans tout le pays, 18 pour les femmes et 10 pour les hommes. Aucune ne ressemble à la coupe iconique de Kim. Cela est intentionnel, afin qu'il demeure le seul individu autorisé à porter ce style précis, transformant même la coiffure en symbole d'autorité. Maintenir cette apparence exige des stylistes professionnels et des produits de soins haut de gamme. Les côtés rasés et le volume supérieur créent une illusion de taille accrue. Un entretien régulier nécessite des soins spécialisés et aucun coiffeur local ne prendrait le risque de recréer la coiffure du dirigeant suprême. Au-delà des vêtements et de la mise en beauté, ces accessoires ouvrent une autre catégorie de dépenses. Des rapports du Télégraphe estiment que sa collection personnelle de montres vaut plus de 8,2 millions de dollars. Dans un pays où de nombreux foyers manquent d'électricité fiable ou d'horloge de base, il apparaît rarement en public sans une montre de luxe, alternant entre des marques prestigieuses selon l'occasion. Ces garde-temps sont des démonstrations délibérées de richesse et de pouvoir. Il est également souvent vu avec des jumelles haut de gamme lors des inspections. Bien qu'utiles pour observer les installations militaires, ces équipements coûtent eux aussi des milliers de dollars. Même ces accessoires les plus simples représentent des dépenses dépassant le revenu annuel de nombreux Nord-Coréens, soulignant le contraste saisissant entre le privilège de l'élite et la réalité quotidienne. Numéro 7. La machine de propagande qui dévore la totalité du budget. Pour préserver son mode de vie fastueux et une domination sans partage,
Kim Jong-un s'appuie sur un immense système de propagande qui absorbe des ressources financières vertigineuses, tout en façonnant la manière dont des millions de personnes le perçoivent, tant à l'intérieur du pays qu'à l'international, à tous les niveaux de la société. Cette mécanique ne se contente pas de promouvoir le leadership, elle construit une image quasi mythique, incitant les citoyens à le vénérer comme une figure presque surnaturelle, dont l'autorité ne peut être remise en question en aucune circonstance. Il s'agit de l'un des piliers de pouvoir les plus essentiels et les plus coûteux du régime. Dès la petite enfance, les Nord-Coréens sont plongés dans une éducation idéologique rigide qui présente Kim comme un dirigeant d'une intelligence et d'un héroïsme unique. La télévision d'État, la radio, les journaux et les messages publics, tous contrôlés par le pouvoir, le décrivent sans relâche comme résolvant les crises avec aisance et accomplissant des exploits qualifiés d'impossibles pour des dirigeants ordinaires. Produire des milliers d'heures de programmes audiovisuels et de documents imprimés chaque année nécessite un grand nombre d'auteurs, d'artistes, de rédacteurs, de techniciens et d'administrateurs, ainsi que des équipements et des installations dédiées fonctionnant toute l'année. Certains analystes comparent ce réseau à un studio de cinéma national, doté de départements hiérarchisés, coordonnant des récits soigneusement scénarisés. Chaque élément vise à maintenir l'illusion que Kim est infaillible et intouchable. Au-delà de l'admiration, le système instille la peur. De nombreux citoyens vivraient dans l'angoisse que le moindre doute, même silencieux, puisse entraîner une sanction. Certains transfuges ont affirmé avoir autrefois cru que Kim n'avait ni besoin de manger ni de dormir, tant la propagande avait profondément façonné leur perception. Ce contrôle psychologique légitime des dépenses étatiques extrêmes, tandis qu'une grande partie de la population accepte les privations. Environ 25% du budget national sont consacrés à l'armée et 30% supplémentaires aux intérêts du leadership, ainsi qu'à un vaste appareil de sécurité, ce qui signifie que plus de la moitié des ressources nationales servent une seule structure dirigeante. Le contraste est saisissant lorsque Kim savoure un café à $500 et circule dans des véhicules de luxe, tandis que les citoyens font face à des pénuries alimentaires, à un accès limité aux soins de santé et à une éducation restreinte. Les observateurs estiment que ce déséquilibre crée un cercle vicieux. De mauvaises décisions accentuent la pression sécuritaire, exigeant des financements encore plus importants. Parmi les dépenses les plus surprenantes figurent l'alcool, les voitures de luxe et un vaste réseau de divertissement destiné à soutenir les privilèges de l'élite et à renforcer l'autorité centralisée au plus haut niveau. Numéro 8. Le système de protection extrême de Kim. Aucune dimension de la vie de Kim Jong-un n'absorbe davantage de ressources que son réseau de sécurité personnelle. Un dispositif colossal fonctionnant jour et nuit et rivalisant avec les budgets de défense de nations plus modestes. Même la sélection de ses gardes du corps reflète son souci de l'image et du contrôle. Tous les gardes devraient, selon certaines sources, mesurer moins d'1,65 m, afin qu'ils se distinguent physiquement lors de chaque apparition publique. Au-delà de l'apparence, ils suivent des années de préparation intensive avec des tactiques de combat, une formation avancée aux armes, la détection de surveillance et la réponse médicale d'urgence. Un conditionnement psychologique est également imposé pour garantir une loyauté et une concentration sans faille, générant des coûts opérationnels considérables sur le long terme. La sécurité de sa résidence à Pyongyang dépasse largement l'unité de protection rapprochée. Le complexe est entouré de murs imposants, de points de contrôle superposés, de caméras de surveillance, de capteurs de mouvement et de tunnels souterrains dissimulés. Certains de ces tunnels relieraient des lieux non divulgués, permettant une évacuation rapide et invisible si nécessaire. L'entretien de cette infrastructure fortifiée coûte des millions de dollars chaque année. La sécurité de l'information constitue une autre couche onéreuse. Kim s'appuie sur des systèmes de communication chiffrés, soutenus par du matériel spécialisé, des techniciens experts et une surveillance continue pour prévenir toute interception ou intrusion informatique. La protection des transports fait encore grimper les dépenses. Pour certains déplacements, 3 avions identiques seraient déployés simultanément afin de réduire le risque d'attaque ciblée. L'exploitation de plusieurs avions présidentiels exige des budgets colossaux en carburant, en maintenance technique et en équipage dédié, tandis que les horaires sont souvent modifiés à la dernière minute pour préserver le secret. Au sol, des cortèges leurres constituent un autre bouclier. Des véhicules identiques partent au même moment, dissimulant celui qui transporte le dirigeant.
Cette tactique multiplie les coûts logistiques bien au-delà de ceux d'un déplacement officiel classique. Ensemble, ces mesures révèlent un système de protection hautement sophistiqué et extraordinairement coûteux, soulignant la vigilance constante de Kim Jong-un et la concentration du pouvoir qui entoure son autorité. Numéro 9. Le royaume souterrain, tunnels et géographie parallèle. Pour véritablement comprendre Kim Jong-un, il faut observer de près l'environnement exceptionnel qui a marqué ses années de formation et façonné sa perception du pouvoir. Sous le relief montagneux et rigoureux de la Corée du Nord s'étend un immense réseau de tunnels souterrains. D'abord construit par son père comme résidence protégée et refuge stratégique pour la famille dirigeante. Ce système dissimulé existe en parallèle de la nation visible en surface, reliant tunnels, couloirs de métro, bunkers renforcés et passages secrets conçus pour protéger les déplacements de la famille Kim, des satellites et de la surveillance aérienne. De nombreux analystes en sécurité estiment que ce niveau de secret rivalise avec les bunkers nucléaires de la guerre froide et pourrait même les dépasser en sophistication, car le réseau relierait des infrastructures civiles à des secteurs clés du commandement militaire. Parmi les sites les plus significatifs figure le complexe de Gondong, historiquement lié à la dynastie Kim. Durant son enfance, Kim Jong-un y aurait passé de longues périodes. Sous le complexe se trouve une entrée descendant vers un tunnel profond qui se connecte directement à une ligne de métro passant sous le fleuve Taedong, formant une artère de transit sécurisée. Grâce à ce système souterrain, il est possible de voyager entièrement sous terre, en évitant ponts et autoroutes exposées, tout en poursuivant sous les chaînes de montagnes vers des destinations non divulguées. Certaines descriptions présentent cette géographie cachée comme un passage vers l'obscurité. Des estimations suggèrent que la Corée du Nord pourrait contrôler jusqu'à 8000 tunnels, certains plongeant à près de 300 mètres sous terre et s'étendant sur plus de 30 000, soit environ 48 kilomètres. Des rapports évoquent également une route de secours s'étendant vers la Chine en cas d'urgence nationale. Depuis un bureau en surface, Kim pourrait emprunter un ascenseur restreint, descendre sous terre, rejoindre un convoi en attente et se déplacer sans aucune visibilité publique. Des évaluations de défense indiquent que de nombreux tunnels disposent de systèmes indépendants de ventilation, d'eau et d'électricité, leur permettant de fonctionner comme des villes souterraines hermétiques capables de soutenir la vie pendant des semaines. Ce monde dissimulé a constitué la toile de fond de son enfance. Un isolement aussi prolongé a probablement renforcé le secret, la prudence et une fixation intense sur la sécurité. Grandir séparé de la société ordinaire a pu façonner sa conviction que le contrôle absolu n'est pas seulement une forme d'autorité, mais une condition essentielle à la survie. Numéro 10. Une enfance déformée et une relation avec des gardes du corps. L'enfance de Kim Jong-un s'est déroulée au sein d'une famille dirigeante secrète, obsédée par la sécurité. Il a rarement connu une éducation normale. Dès son plus jeune âge, on l'appelait le petit général, un titre qui renforçait son autorité bien avant l'âge adulte et façonnait son identité. Il posait avec une véritable arme, tandis que des généraux de haut rang s'inclinaient devant lui. Son père, Kim Jong-il, limitait strictement son exposition au monde extérieur. Presque chaque activité était enregistrée, rapportée aux supérieurs et conservée dans des archives familiales classifiées pour un examen interne. Isolé de ses camarades, Kim n'avait pour seul compagnon que des gardes du corps adultes chargés de le protéger. Grandir entouré d'une obéissance constante peut forger une forte confiance et un tempérament inflexible. Mais cela limite aussi la compréhension des citoyens ordinaires et de leurs difficultés. En grandissant, Kim a élargi son cercle de protection, formant des unités d'élite pour superviser les approvisionnements alimentaires et tester les repas contre les menaces d'empoisonnement. Lors de ces déplacements, des aides transportaient, selon certaines sources, des toilettes portables et surveillaient l'eau, les serviettes et les sièges afin d'éliminer les risques biologiques. Cette éducation étroitement contrôlée, combinée à ses expériences ultérieures en Europe, a façonné un style de leadership prudent mais attentif à son image, équilibrant l'autorité traditionnelle avec une projection moderne soigneusement maîtrisée. Numéro 11. Des années d'études en Suisse et les enfants riches de l'Occident. Pendant son adolescence, Kim Jong-un a vécu en Europe, découvrant un mode de vie reflétant le privilège d'appartenir à l'une des familles dirigeantes les plus secrètes au monde. Il se serait rendu à Paris pour assister à des matchs de la NBA,
aurait skié dans des stations d'élite en Suisse et profité de commodités occidentales que la plupart des adolescents nord-coréens ne pouvaient même pas imaginer. Pour un membre de la dynastie Kim, une telle immersion dans des sociétés ouvertes était extrêmement inhabituelle. Alors qu'il profitait de cette liberté, des bouleversements se produisaient en coulisses. Sa mère est tombée gravement malade d'un cancer, mettant sa vie en danger et affaiblissant la position de sa tante et de son oncle, qui le supervisaient à l'étranger. Craignant de perdre leur protection au sein de la hiérarchie familiale, ils ont choisi de fuir. Un soir, ils ont discrètement quitté leur domicile, se sont présentés à l'ambassade des États-Unis pour demander l'asile, puis ont été transférés vers une base militaire en Allemagne, disparaissant de la vue du public. Kim Jong-un ne les a jamais revus. De nombreux analystes estiment que cette séparation soudaine a provoqué un choc psychologique profond, renforçant l'idée que même des proches pouvaient le trahir. La CIA aurait interrogé le couple, leur aurait accordé de nouvelles identités et les aurait relocalisés aux États-Unis, où ils ont vécu discrètement pendant près de 20 ans. Un journaliste d'investigation a finalement réussi à les localiser. Des observateurs ont noté que la tante ressemblait fortement à la mère de Kim, créant une première impression saisissante. Lors d'entretiens, ils ont décrit le jeune Kim comme généralement normal, bien que parfois excentrique et incompris. Au cours d'une conversation, des images télévisées ont montré Kim regardant le lancement d'un missile depuis un sous-marin, ce qui a poussé son oncle à commenter que les médias occidentaux ignorent souvent ce qu'ils considéraient comme des traits positifs. Le couple craint toujours pour sa sécurité, limitant ses contacts sociaux et adaptant ses habitudes. Kim est retourné en Corée du Nord à 17 ans après avoir été rappelé au pays. Moins d'une décennie plus tard, il est devenu le dirigeant de l'un des régimes les plus autoritaires au monde. Avoir connu la liberté en Europe avant de gouverner un État isolé a probablement façonné un style de leadership mêlant prudence, insécurité et désir de projeter puissance et modernité sur la scène internationale. Numéro 12. Le choc de l'abandon. La tante, l'oncle et la CIA. À l'adolescence, Kim Jong-un a vécu en Suisse avec sa tante et son oncle, tout en fréquentant une école publique à Berne, loin de l'environnement rigide du cercle intérieur de Pyongyang. Un ancien ami se souvient que Kim portait souvent des vêtements de sport de style américain, notamment un maillot des Chicago Bulls et des baskets Michael Jordan, reflétant une passion profonde pour le basketball. Il jouait avec une détermination farouche, cherchant toujours à gagner et montrait une agilité surprenante par rapport à son image publique ultérieure. Ses camarades se rappellent qu'il apportait des magazines sportifs occidentaux et regardait des matchs enregistrés de la NBA sur des cassettes vidéo après l'école. Dans les conversations, Kim affirmait fréquemment que la Corée du Nord était une nation développée destinée à devenir une grande puissance mondiale. Ses propos révélaient une forte fierté nationale. Les enseignants ont observé qu'il prêtait une grande attention au fonctionnement de la société occidentale et semblait curieux des libertés qui façonnaient la vie de ses camarades. Certains éducateurs ont noté qu'il paraissait fasciné par le fait que les élèves choisissent leurs propres matières et clubs, un contraste frappant avec le système qu'ils connaissaient. Les analystes estiment que cette expérience européenne a influencé son désir de présenter une image moderne, tout en créant une tension interne entre réforme et contrôle absolu. Numéro 13. Retour à Pyongyang et espoir de première réforme. Lorsque Kim Jong-un est arrivé au pouvoir, de nombreux pays ont nourri l'espoir prudent que la Corée du Nord pourrait évoluer, influencée par les années qu'il avait passées en Occident. Dans ses premiers discours, il a déclaré que les citoyens ne subiraient plus de pénurie alimentaire prolongée. Pour assurer une autorité durable, Kim devait se distinguer de son père et prouver que la Corée du Nord pouvait se développer. Premier dirigeant de la famille à avoir étudié à l'étranger, il a laissé transparaître des traces de son séjour en Suisse à travers des efforts de modernisation sélective et des politiques d'ouverture soigneusement contrôlées. Plusieurs chercheurs estiment que son expérience européenne l'a rendu plus conscient de la perception mondiale et de l'importance de l'image nationale. Des conseillers l'auraient encouragé à cultiver une personnalité jeune et accessible afin de réduire la méfiance internationale. En 2012, il a supervisé la construction d'une station de ski moderne près de Pyongyang, suivie d'installations de divertissement de style occidental. Un visiteur étranger a décrit le domaine skiable comme une Suisse miniature,
une image rare dans un pays rarement associé au tourisme. Cette phase a conduit certains observateurs à penser qu'une réforme prudente pourrait être possible. Des diplomates ont suggéré que ces projets visaient à la fois à impressionner les citoyens avec des symboles de vie modernes et à démontrer la capacité du régime à construire des infrastructures aux normes internationales. Cependant, le scepticisme demeurait. Certains experts ont soutenu que ces structures servaient principalement des objectifs de propagande, offrant des images soignées sans transformer la réalité quotidienne de la majorité des habitants des zones rurales. Kim a continué d'approuver des parcs d'attractions, des restaurants de luxe et des centres commerciaux afin de projeter une image de prospérité inspirée des nations riches. Pourtant, les analystes soulignent que la plupart de ces développements profitent surtout à l'élite de Pyongyang, tandis que les conditions dans les autres régions restent largement inchangées. Ce contraste révèle une tension entre la volonté de redéfinir l'image nationale et le maintien d'un système qui privilégie le contrôle centralisé plutôt qu'une réforme économique d'envergure. Numéro 14. Parc d'attractions, centre commercial et image de la Première Dame. Dans sa stratégie visant à présenter une vision plus moderne de la Corée du Nord, Kim Jong-un s'est fortement appuyé sur la présence publique de son épouse, Ri Sol-ju, ancienne chanteuse et personnalité familière de la télévision. En 2018, il a élevé son statut officiel de camarade à Première Dame, faisant d'elle une partenaire symbolique sur la scène nationale. Ses apparitions à ses côtés adoucissent l'image rigide du leadership, rappelant les rôles soigneusement construits des épouses royales ou politiques dans les pays occidentaux. Les observateurs estiment que Pyongyang cherche à façonner un récit de direction familiale soudée, semblable à la manière dont les gouvernements occidentaux mettent en avant des figures publiques proches du peuple. Les choix vestimentaires et l'attitude de Ri Sol-ju sont soigneusement élaborés afin de projeter raffinement, assurance et modernité auprès des médias internationaux. Des visites minutieusement mises en scène dans des parcs d'attractions, des centres commerciaux et des sites culturels publics renforcent l'impression d'un dirigeant connecté à la vie civile. Cependant, une image moderne ne suffit pas à redéfinir un système isolé. Kim doit équilibrer avec prudence un contrôle absolu et une modernisation limitée pour séduire les jeunes citoyens. L'accès domestique à Internet s'est étendu au sein d'un réseau national restreint, tandis que les abonnements à la téléphonie mobile ont atteint plusieurs millions, signe d'une évolution interne progressive. Certains analystes soutiennent que cette sphère numérique contrôlée permet une forme d'engagement sans exposer les utilisateurs au web mondial, sans restriction. Parallèlement, le gouvernement a développé des personnalités médiatiques bien formées qui apparaissent dans des vidéos soignées présentant le pays comme dynamique et prospère. Ces présentateurs sont formés à la prise de parole et à la narration, filmant souvent dans des quartiers vitrines conçus pour mettre en valeur un développement urbain idéalisé. Cependant, l'élargissement de l'accès à l'information comporte des risques sérieux. Si les citoyens découvrent des réalités extérieures non filtrées, des décennies de contrôle du récit pourraient s'affaiblir. Même sous une surveillance stricte, une jeune génération connectée et curieuse pourrait accélérer les transformations sociales au-delà des prévisions des autorités, créant à long terme une pression sur la structure de pouvoir centralisée de Kim Jong-un. Numéro 15. Kim Jong-un et le problème de la dictature. Kim Jong-un détient un pouvoir absolu en Corée du Nord, ayant assumé la direction à un âge remarquablement jeune. Au milieu de la trentaine, il commandait déjà l'une des plus grandes forces militaires d'Asie, tout en supervisant un programme d'armes nucléaires en rapide progression, sous l'attention mondiale intense des pays voisins et de rivaux lointains. Né dans une famille qui dirige le pays avec un contrôle strict depuis plus de 70 ans, il a hérité d'un système où les citoyens sont formés dès l'enfance à manifester une loyauté inconditionnelle envers la dynastie Kim. Son parcours de dirigeant semble partagé entre deux directions opposées. L'une le ramène vers le modèle de gouvernance établi par son père et son grand-père, fondé sur une autorité centralisée et une discipline rigide. L'autre voie l'invite à prouver qu'il peut devenir un leader moderne, capable de guider la Corée du Nord vers un nouveau siècle. Cela demeure son plus grand test politique. Certains observateurs suggèrent qu'une jeune génération au sein du pays, de plus en plus consciente du monde extérieur, espère discrètement une ouverture progressive et des réformes dans la vie quotidienne
ainsi que dans les perspectives d'avenir. Au cœur de son pouvoir se trouve une question déterminante. Peut-il transformer son image en celle d'un dirigeant plus accessible et davantage engagé sur la scène internationale, ou préservera-t-il une structure de pouvoir fermée, maintenue par un contrôle multigénérationnel? L'issue influencera l'avenir même de la dynastie Kim. Les analystes avertissent que même des efforts de réforme limités pourraient susciter la résistance de puissants groupes internes déterminés à protéger leurs privilèges et leurs avantages politiques de longue date. En tant que troisième successeur héréditaire, Kim suit des dirigeants élevés par la propagande à un statut presque mythique. Après plus d'une décennie au pouvoir, il fait face à un choix décisif entre un engagement prudent avec le monde ou la poursuite de l'isolement dans un contexte de pression économique et diplomatique croissante issue d'un ordre international en évolution. Spero davvero che il video di oggi ti sia piaciuto. In tal caso, ricordati di mettere mi piace e di iscriverti al canale così non perderai i prossimi contenuti entusiasmanti. Il tuo supporto è fondamentale e ci permette di continuare a creare video sempre migliori. Guarda anche il prossimo video che vedi sullo schermo, sono certo che sarà di tuo gradimento. Lascia pure un commento indicando il paese che vorresti vedere esplorato in futuro. Grazie di cuore per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.